Bien, je vous propose de commencer. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce qui va être le dernier cours ou la dernière leçon de cette année académique. Je vois ça avec un peu de tristesse et puis en même temps, je ne vous cache pas, un petit peu de soulagement. Ça va me permettre de revenir au laboratoire, de ne pas me faire enguirlander par mes jeunes collègues dont je n'ai pas eu le temps de relire les articles, les éditeurs de journaux dont je n'ai pas eu le temps de reviewer en temps voulu les papiers qui m'ont soumis, ainsi de suite. Mais enfin, globalement, ça reste un plaisir de faire cet exercice. Un plaisir un peu pervers quand on fait, comme un peu cette année, j'ai essayé de le faire, ce que j'ai appelé avec un peu d'humour du ski hors-piste, c'est-à-dire de sortir un petit peu de ma spécialité, de ceux qui viennent régulièrement ont pu finalement voir, c'est-à-dire la mécanistique moléculaire, cellulaire des processus infectieux. Cette année, j'avais essayé de chercher un thème un petit peu différent qui mettait peut-être l'homme, le malade, au centre de la préoccupation. Et finalement, quand j'avais réfléchi à comment on pourrait ramener un petit peu justement l'homme malade au centre d'un thème, je m'étais dit que le thème de l'inégalité était probablement quelque chose qui avait du sens en matière de maladies infectieuses, parce qu'il est clair, j'espère que ça l'est en tout cas aujourd'hui, après ces quelques leçons, que l'inégalité est un élément dominant. Alors j'ai essayé de le décliner peut-être de façon un petit peu scolaire, en parlant bien entendu de la pauvreté, du sous-développement, mais aussi de ce qui concerne les différents âges de la vie et de la différente sensibilité aux infections en fonction des âges, en particulier extrêmes de la vie. Et puis de la génétique. Alors, le bilan de ça, j'espère que vous avez pu le faire avec les quelques éléments que j'ai essayé de vous donner. Il est clair que la pauvreté, le sous-développement, c'est le facteur qui a le poids spécifique le plus important dans la survenue des maladies infectieuses. Encore une fois, plus de 90% surviennent dans les zones défavorisées. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce dernier cours soit encadré, si je puis dire, par des séminaires faits par deux personnalités qui connaissent véritablement à fond, sous des angles différents. D'ailleurs, vous le verrez, la problématique des inégalités nord-sud sous l'angle des maladies infectieuses et sous l'angle de la santé publique plus généralement. C'est donc Dominique Kerouédan et Jean-François Delfraissy. Je vous les présenterai tout à l'heure lorsqu'ils feront leur séminaire. Il y avait la pauvreté, le sous-développement, il y a eu les âges extrêmes de la vie. Je voudrais réinsister là-dessus. J'espère que ceux et celles d'entre vous qui étaient là ont pu apprécier finalement le manque, je trouve, important qu'il y a en matière de recherche dans la compréhension du système immunitaire chez les très jeunes, chez le nouveau-né, chez le nourrisson, dans cette phase où ils vont se retrouver propulsés d'un environnement stérile vers un environnement finalement riche en microbes, qui ne sont pas tous pathogènes d'ailleurs. C'est toute la difficulté pour le système immunitaire de se mettre en place, d'avoir, j'espère, compris ces premières, finalement, ficelles, si je puis dire, sur le fonctionnement du système immunitaire du très jeune, que ce n'est pas un système immature, que ça a l'air d'être un système véritablement programmé pour fonctionner en fonction de l'évolution vers une réponse initialement B, anticorps, qui a sans doute à voir avec toutes les problématiques qui tournent autour de l'alimentation à cet âge-là, de la lactation, et puis la réponse T cellulaire qui arrive plus tard, avec, vu de notre côté, bien entendu interventionnel, toutes les faiblesses que ça peut présenter pour ce qui concerne la vaccination de cette population. Et puis il y a bien entendu de l'autre côté les personnes âgées et le risque infectieux accru. Vous avez vu ces courbes, maladies infectieuses, c'est les très jeunes et les plus anciens. Toute la nécessité de comprendre ce que représente finalement ce vieillissement du système immunitaire, avec là aussi quelques pistes intéressantes comme les infections virales chroniques par les virus d'hyperpès, en particulier le cytomégalovirus. Des pistes, mais finalement la perception qu'il faudrait que la recherche peut-être intègre un petit peu mieux ces données, ne s'intéresse pas simplement au système immunitaire un petit peu sur une moyenne à l'âge adulte, mais plus parce que ça a un impact médical important sur ces deux âges extrêmes, en particulier pour ce qui concerne la sensibilité et la difficulté de vaccination. Donc là, je pense que j'ai essayé de dégager des pistes qui me paraissent essentielles. Et puis, bien entendu, j'ai essayé de faire de la génétique, parce que la génétique, c'est aussi une base de l'inégalité. On a vu que les choses étaient probablement relativement très claires avec ces déficits immunitaires héréditaires survenant ou reconnus très vite chez le très jeune, parce qu'il s'agit de mutations mendéliennes avec des phénotypes extrêmement clairs et de sensibilité aux infections
extrêmement importants. On a vu l'encéphalite herpétique, on a vu certaines formes graves de pneumococcie, on a vu des choses qui sont bien entendu quasiment caricaturales, mais qui sont un coup de projecteur très clair sur le système immunitaire et sa façon de fonctionner. Et là, on a clairement non seulement des orientations, et j'avais insisté encore sur le rôle important de l'école, si je puis dire, de Necker en particulier, sur la connaissance de ces systèmes et sur la mise en place de ce modèle, et aussi finalement des éléments d'orientation pour certaines prises en charge thérapeutiques. Moins clair, pour moi en tout cas, est la possibilité que chez l'adulte en particulier, ces grandes études pangénomiques, ce qu'on a appelé ces Genome-Wide Association Studies, nous donnent des clés aussi claires, nettes et presque chirurgicales, je dirais, que les maladies mendéliennes, de transmission mendélienne qu'on voit chez le très très jeune. Vous l'avez vu, les odds ratios sont relativement faibles et finalement les ouvertures que ça peut procurer, en dehors de ce concept finalement d'une nature multigénique de la sensibilité à ces infections, il n'est encore pas très clair où on va avec ça en termes finalement d'application médicale dans le domaine du diagnostic, dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la thérapeutique. Enfin, comme dit l'autre, on n'arrête pas le progrès et au dehors du fait que ces études coûtent bien sûr très cher, je pense qu'il est hors de question de ne pas continuer à les poursuivre en sachant qu'on a probablement besoin de nouveaux paradigmes, en particulier d'analyse des données en matière de statistiques et de mathématiques appliquées à ce type d'approche. Et là, il y a sûrement un endroit, une zone de recherche extrêmement importante à prendre en considération. Donc, j'ai essayé de tourner, encore une fois, de décliner ces différents aspects avec, je l'espère, une certaine clarté dans les approches, mais les difficultés, bien entendu, de tout ce que représente ce background, si je puis dire, de la sensibilité. Donc c'est le dernier cours. N'oubliez pas néanmoins qu'on a organisé, finalement, en association avec la chaire de Philippe Descola, qui la chaire d'anthropologie de la nature, Frédéric Keck en particulier, qui est directeur de recherche au CNRS. Donc on a organisé le 10 et le 11 juin, ici, dans cet amphi d'ailleurs, un colloque international qui sera donc en anglais, qui finalement va s'intéresser, c'est un peu une expérience en fait, on a essayé de mettre ensemble des biologistes et des anthropologues et d'essayer de réfléchir tous ensemble à l'occasion de ce colloque aux zoonoses et à cette interface finalement qui va créer l'émergence des maladies infectieuses chez l'homme. Donc essayer de mieux comprendre finalement les conditions expérimentales presque dans lesquelles surviennent ces phénomènes d'émergence à partir à la fois de la biologie mais aussi des comportements humains. Donc voilà un petit peu le programme qui permettra de terminer cette année 2013. Pour l'année prochaine, j'ai commencé à réfléchir à ce que pourrait être le thème de l'enseignement. Je pense que je vais revenir à mes amours. Et compte tenu de la vitesse à laquelle se développe le sujet de la symbiose microbienne, ce qu'on appelle le microbiote, je pense que je vais essayer de tourner autour de cette notion d'interface entre nos flores microbiennes avec énormément de développement, non seulement au niveau de l'immunité, mais aussi au niveau finalement, quelle est l'étendue et quelle est la profondeur de notre symbiose avec les microbes et voir essayer de dégager un certain nombre d'aspects médicaux aussi à partir de ces aspects fondamentaux où cette connaissance va probablement dans certains aspects révolutionner certaines approches, disons, de prévention et de thérapeutique. Donc ce sera probablement à quelques détails près le thème de l'année prochaine. Alors pour clore les quelques paragraphes que j'ai essayé de voir avec vous concernant l'inégalité et dans la sensibilité aux maladies infectieuses, je voudrais juste finir finalement ici en quelques mots et en quelques diapositives sur peut-être une note un petit peu optimiste qui va concerner un point que j'ai passé en revue lors du premier cours, mais peut-être un peu rapidement, sur les maladies tropicales négligées.
En fait, ce que je vous ai dit s'applique à ce type de pathologie autant qu'à d'autres, comme les infections respiratoires aiguës de l'enfant ou la tuberculose, où on avait dit qu'il y avait finalement 3 étapes. Une étape de reconnaissance par des analyses épidémiologiques soigneuses dans différents territoires, dans différentes zones de l'incidence ou de la prévalence de la maladie. Puis il y a une phase de réflexion collective où parfois le choc d'apprendre, par exemple, comme on l'avait appris au début des années 90, que le Mycobacterium tuberculosis est la première cause d'infection liée à un micro-organisme unique dans une maladie donnée, amène à une 3e phase qui est bien entendu une phase d'action, une phase qui a ses particularités puisque ces maladies surviennent le plus souvent dans des régions pauvres, donc dans des régions où le système sanitaire laisse souvent à désirer et où les investissements nécessaires à la prise en charge sont complexes. Donc tout ça a généré des paradigmes nouveaux dont on va reparler assez rapidement, d'autant plus qu'ils ont été largement introduits la semaine dernière par Bernard Pécoul, que je vais inviter de DNDi pour vous montrer un petit peu ce que pouvaient être ces partenariats publics-privés qui se mettent en place pour la prise en charge de maladies. Donc, les maladies tropicales négligées, en fait, j'ai repris une diapositive que je vous avais montrée ou composée pour le premier cours, sont des maladies chroniques, débilitantes, éventuellement défigurantes, qui surviennent essentiellement dans les zones d'extrême pauvreté rurale ou périurbaine. Et la grande majorité, encore une fois, de ces infections surviennent en Afrique subsaharienne avec une population à risque, comme je vous l'ai montré là, 500 millions d'habitants, qui est bien sûr énorme. La moitié, et ça fait partie de ces éléments choquants quand on commence à avoir les données épidémiologiques et qui amènent à réfléchir, parce que ça change un petit peu les priorités, c'est que la moitié de ces maladies tropicales négligées sont liées en fait à des vers, à des parasites multicellulaires complexes qu'on appelle des helminthes, qu'il s'agisse des helminthias telluriques, qui vont en fait être acquises par contamination à partir du sol contaminé généralement par les fécès, les matières fécales des individus ou du bétail, l'ankylostomase par exemple. La bilharziose, bien entendu, il y a plus de presque 200 millions de cas de bilharziose, soit intestinale, soit urinaire, avec un poids de santé publique important, dans la mesure où ce sont des maladies chroniques, débilitantes. Schistosoma mansoni, c'est la cirrhose, c'est éventuellement le cancer du foie. Schistosoma hematobium, c'est la cystite chronique, c'est l'insuffisance urinaire, l'insuffisance rénale à terme par des réactions inflammatoires chroniques. Donc on a là des pathologies qui peuvent durer, qui ne sont pas nécessairement mortelles à court terme, mais qui néanmoins pèsent d'un poids très très lourd et souvent mal évalué. Les filarioses aussi, qui restent une pathologie très très prévalente dans ces régions, qu'il s'agisse des filarioses lymphatiques, qui sont les plus dominantes, de l'onchocercose, qui est une des premières causes de cécité avec le trachome, et de l'OAS, dracunculose. Il y a toute une liste de maladies qu'on pensait maladies du passé et qui restent encore très très importantes. Et puis, il y a un certain nombre de maladies parasitaires qui ne sont pas des helminthiases, qui sont des parasites monocellulaires. On en a parlé avec Bernard Pécoul, bien entendu. On a parlé de la trypanosomiase africaine, la maladie du sommeil. On a parlé de la maladie de Chagas. On a parlé des leishmanioses, en particulier des leishmanioses viscérales ou polyviscérales systémiques. Donc tout ça, ça représente un autre corps de maladies négligées qui reste encore bien souvent difficile à prendre en charge. Vous avez entendu ce que vous a dit Bernard sur les trypanosomiases africaines en particulier. Et puis il y a quelques bactéries, je vous avais montré ces photos qui ne sont pas très agréables à regarder, bien entendu, mais qui traduisent bien cette notion de morbidité, de chronicité et de handicap que causent ces maladies. La lèpre, bien entendu, l'ulcère de Buruli qui émerge comme une pathologie extrêmement importante, et pas uniquement en Afrique. Et puis le trachome, dont l'issue naturelle, si la maladie se développe, est bien entendu la cécité du fait de la destruction de la cornée et du cristallin. Donc on est dans une situation de maladies qui, si on les prend sur le mode de la mortalité, effectivement n'impressionnent pas quand on voit les statistiques, heureusement vous me direz, mais qui, lorsqu'on commence à intégrer ces notions de morbidité, et je vous avais donné la définition du DALI, qui est cette
Disability Adjusted Life Years, vous additionnez bien entendu le nombre d'années de vie perdue par une mortalité prématurée par rapport à la moyenne d'âge de la population et le nombre d'années de vie active perdues du fait du handicap qui est infligé à l'individu. Et vous avez là une notion, il y a d'autres paramètres qui peuvent être pris en compte, de poids de santé publique qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus importante, y compris sur le plan économique, que ce que nous dit simplement la mortalité. Donc on est aux alentours de 500 millions de DALY, ça vaut ce que ça vaut, il y a aussi pas mal de projections dans tout ça, mais néanmoins je vous ai mis ce qui peut être plus ou moins précisément le poids respectif de ces diverses pathologies, et vous voyez que les maladies tropicales négligées, même si elles ne sont pas aussi importantes par leur impact que les infections respiratoires aiguës ou le sida, prennent une part relativement importante et sont sans doute très largement sous-évaluées. Alors, sur la base de cette reconnaissance de l'existence de ces infections tropicales négligées, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires, bien entendu, ça s'est fait largement sous l'égide ou sous le parapluie, si je puis dire, de l'Organisation mondiale de la santé, ont commencé à réfléchir sur ce que pourrait être, en l'absence de vaccins et en l'absence de possibilités d'intervention individuelle, bien souvent, ce que pourrait être une approche qui s'appelle maintenant la chimiothérapie préventive ou la chimioprophylaxie, on va y revenir, pour essayer d'aboutir à terme au contrôle ou à l'élimination de ces maladies. Et avec un certain nombre de paramètres de faisabilité, il y a finalement deux grands groupes qui ont émergé dans ces stratégies de tentatives de contrôle, voire d'élimination. Ce sont les helminthiases, et on les a déjà cités, tellurique, bilharziose, onchocercose et filariose lymphatique, et le trachome. Et c'est de ça dont je vais vous parler rapidement. Alors, ces maladies, elles ont en termes de DALY un poids de santé publique spécifique, mais ce que vous voyez d'emblée, par exemple, si vous regardez les helminthiases telluriques, je l'ai entouré en rouge, c'est que l'évaluation peut être du simple de 1 à 10 en réalité, et ça vous traduit d'emblée la difficulté qu'il y a à établir le poids réel de santé publique de ces maladies qui étaient finalement très sous-estimées jusqu'à présent, et finalement les excès en moins et les excès en plus que peuvent donner un certain nombre de projections. La bilharziose, la filariose lymphatique, l'éléphantiasis, l'onchocercose, le trachome, vous avez tous ces données-là, tous ces chiffres, et encore une fois, je mettrai ça sur le site web pour ceux qui veulent des détails. La décision de cibler ces maladies a tenu à plusieurs éléments. Le fait qu'il y avait des éléments de diagnostic possibles, relativement simples en règle générale, à proximité immédiate du patient, l'existence de traitements qui pour l'essentiel sont des traitements relativement peu toxiques, y compris chez les jeunes, et la possibilité d'associer, parce que ces maladies sont souvent des maladies, pour certaines d'entre elles en tout cas, à vecteurs, la mouche pour le trachome par exemple, des maladies où on pouvait associer éventuellement une approche de prévention sanitaire à l'approche thérapeutique. Ça a été ça un peu les critères qui ont été pris en compte. Alors je disais probablement plus de 5%, en termes de poids réel en santé publique de ces pathologies tropicales infectieuses négligées, sous-évaluées par finalement une insuffisance de données épidémiologiques qui sont souvent liées à une sous-évaluation clinique, c'est-à-dire ce sont des maladies chroniques, la compétence éventuellement du corps médical de proximité n'est pas telle que le diagnostic puisse être fait rapidement. Les données biologiques, même si elles existent, sont parfois difficiles à obtenir dans certaines régions. En épidémiologie, il est plus difficile d'apprécier l'impact, bien entendu, d'infections ou d'affections chroniques que l'impact de maladies aiguës qui vont éventuellement donner lieu à mortalité. Donc on pense qu'en général, le poids réel est un petit peu supérieur à ce qui était marqué dans la diapositive précédente. Alors, ces maladies, elles ont un impact variable selon leur nature. Certaines sont véritablement globales. Les helminthiases telluriques, on en trouve partout, on en trouve en Afrique, on en trouve en Amérique du Sud. Je vous avais parlé de la cysticercose, par exemple, au Pérou ou dans la partie ouest de l'Amérique du Sud. Il y en a qui ont un impact un petit peu plus régional, comme la bilharziose, l'onchocercose, les filarioses. Mais quoi qu'il arrive, elles affectent
les sociétés, leur organisation, par le fait qu'elles mettent des individus dans une situation de handicap chronique. La bilharziose, je vous en ai dit les conséquences. La filariose, il y a à la fois la débilitation de santé, il y a la stigmatisation aussi de ces individus qui ont des œdèmes énormes, souvent mal placés et qui sont un petit peu vus de façon suspicieuse par la population générale. L'onchocercose, la cécité, tout ça, ce sont des éléments qui sont bien entendu extrêmement délétères sur une société qui a besoin de toutes ses forces pour se sortir de ces conditions souvent extrêmement difficiles. Donc il y a un consensus progressif, je dirais, au niveau des autorités sanitaires internationales et de beaucoup de partenaires pour engager le contrôle et l'élimination de ces maladies. Il faut savoir aussi, dans ce domaine, montrer du volontarisme et un petit peu d'optimisme, non seulement parce que ça va améliorer le bien-être des populations concernées, ce qui en soi est déjà un élément important, mais aussi parce que, il faut le dire, ça va améliorer aussi les performances des pays concernés. Tout ça, ce sont des gens qui, s'ils ne sont plus malades, peuvent travailler, peuvent être productifs, peuvent s'occuper correctement de leur famille. Ce sont quand même des paramètres non négligeables. Donc la chimiothérapie préventive, dans sa définition ou prophylactique, c'est l'administration régulière et à grande échelle, sur des surfaces et des groupes de population extrêmement larges, de médicaments, de drogues, seuls ou en combinaison selon la nature de la maladie, à des groupes de population qui vivent dans des zones où les infections, par exemple, pour ce qui nous concerne là, à Helminth ou le trachome, sont prévalentes. Et l'objectif n'est finalement pas de traiter les individus comme ça, à l'échelle personnelle, mais de les traiter à l'échelle populationnelle, de façon à diminuer de manière significative, en masse, on pourrait dire, la morbidité, et d'assurer par ce fait, ou de ce fait, il y a des équations, il y a des algorithmes qui permettent de calculer ce genre de choses, la transmission de cette maladie. Si un individu est moins porteur d'un parasite, en l'occurrence, ou d'un micro-organisme pathogène, il aura bien entendu moins l'occasion de pouvoir le transmettre à son entourage, et donc on casse à la fois la maladie et la possibilité de sa transmission. Donc cette chimiothérapie préventive, c'est un peu un concept, je dirais, nouveau qui est né dans ce contexte de maladies tropicales négligées, qui se caractérise finalement par une approche diagnostique et une approche thérapeutique qui sont des approches non plus individuelles, comme vous la connaissez, comme on la connaît ici dans nos régions, mais vraiment à l'échelle globale et populationnelle, par l'administration de médicaments qui ne sont pas donnés sur une dose de type classique, thérapeutique, sur plusieurs jours, mais en une dose donnée, à un moment donné de l'année, et réadministrés éventuellement en fonction de l'intensité, de la prévalence de la maladie, à des intervalles variables qui peuvent aller de quelques mois dans les zones très infestées à éventuellement 1 an, 2 ans ou plus dans les zones moins infestées. Donc il y a toute une, je dirais presque, une nouvelle méthode finalement d'approche, là, un nouveau paradigme qui s'est développé ces dernières années et qui est encore dans la phase, je dirais presque, d'apprentissage pour la mise en place dans certaines situations. Donc, il y a diverses échelles de cette chimiothérapie préventive. Quand vous lisez les articles, je vous donne juste quelques pistes ici rapidement. Et les dénominations, finalement, vont varier en fonction de leurs caractéristiques. Si on s'adresse à l'ensemble d'une population dans une zone endémique pour une maladie ciblée, on parlait des helminthias telluriques par exemple, on va parler de traitement de masse, ce qu'on appelle de Mass Drug Administration ou MDA, on trouve ça dans les articles. Si on s'adresse à un groupe à risque au sein d'une population donnée, par exemple des enfants d'âge scolaire ou des individus qui par leur profession sont plus exposés que d'autres à la maladie, on va parler de traitement ciblé. Et puis il y a une manière éventuellement un petit peu plus sophistiquée et encore plus ciblée qui consiste à traiter uniquement les individus qui sont positifs, qui ont des signes éventuellement purement sérologiques, immunologiques de la maladie. Et on va là parler de traitement sélectif. Ce qui est bien sûr le plus impressionnant dans ces approches, ce sont les approches MDA, c'est-à-dire ces approches globales où on va mettre en place une approche extrêmement lourde sur l'ensemble de la population. Alors, finalement, pourquoi une chimiothérapie préventive, par exemple pour les helminthias et le trachome?
Encore une fois, ce sont des maladies qui sont caractérisées par leur évolution chronique et qui donnent souvent lieu à des symptômes tardifs, non spécifiques. Donc il faut sans doute, dans ces endroits, dans ces zones où les gens ont de fortes chances d'être infectés, y aller sur le plan proactif avant qu'ils ne deviennent infectés éventuellement. Donc on est encore une fois là dans une situation qui est différente de la situation classique que vous connaissez de thérapeutique personnelle. C'est l'inverse de la médecine personnalisée ici. Le traitement est donc administré sur un mode proactif et donc c'est ça l'essence de l'approche. Elle ne nécessite pas d'être souvent répétée, ce qui est bien entendu un avantage parce qu'opérationnellement, ce serait vraiment très difficile. Et donc, je vous ai parlé de quelques mois, quelques années en fonction de l'intensité de l'endémie. Et en fait, ce qui a permis d'avancer dans ces approches, c'est encore une fois la tolérance relativement satisfaisante de l'ensemble de ces drogues, en particulier tout ce qui sont les dérivés utilisés pour le traitement des maladies parasitaires, des helminthiases, de la bilharziose. Même chez l'enfant, on peut, à condition d'ajuster les doses, avoir des doses qui sont efficaces sans toxicité. D'ailleurs, ce qu'on voit très souvent, les seuls vraiment accidents qu'on voit sont plus des accidents d'efficacité de la drogue elle-même, avec des lyses parasitaires assez importantes et des réactions d'hypersensibilité, que véritablement une toxicité liée aux médicaments. Et au fond, à l'arrivée, le rapport coût-bénéfice de ces campagnes est favorable pour les systèmes de santé des pays à faible revenu qui sont concernés bien plus, bien entendu, que l'approche thérapeutique individuelle, même si ça peut se discuter sur certains aspects. L'autre avantage, je dirais, qui est lié à la faible toxicité potentielle de ces médicaments, c'est les possibilités d'association de médicaments et donc de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de pouvoir traiter en associant des médicaments, les helminthias telluriques et la bilharziose, par exemple, et faire une association de médicaments ad hoc pour couvrir ces deux types de parasites. Le seul élément pour lequel il y a encore des difficultés, c'est de conjuguer l'approche helminth et l'approche trachome, parce qu'on n'a pas encore très clairement en tête la possibilité de complications liées à l'association, par exemple, de drogues anti-helminthiques et de l'azithromycine, qui est l'antibiotique de référence pour traiter le trachome. Donc il y a encore du chemin à faire, mais quand même les choses se mettent en place à l'heure actuelle. Donc juste pour terminer sur une note optimiste, je voulais prendre l'exemple du trachome. C'est vrai que c'est une maladie qui, dans nos régions, à laquelle on n'est vraiment pas sensibilisé. Je pense que si vous êtes allé, ne serait-ce que dans le Maghreb, ne serait-ce que dans le sud tunisien, dans le sud marocain, dans la région de l'Atlas, vous aurez vu des gens avec des cornées opaques qui sont en fait aveugles ou quasiment aveugles du fait du trachome dans ces régions-là, ou éventuellement en Afrique subsaharienne de l'onchocercose. Mais là, on parle du trachome. Donc, l'exemple du trachome, il est, je trouve, assez impressionnant à l'heure actuelle de l'efficacité de ces approches. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement cette approche de thérapeutique préventive qui a permis de diminuer considérablement l'incidence et la prévalence de la maladie, mais c'est l'ensemble d'une approche en réalité. Donc en 1998, au début de la campagne lancée par l'OMS qui s'appelait WHO Get 2020, il y avait environ 150 millions de cas de trachome et cette approche de chimiothérapie préventive a été mise en place avec l'azithromycine à raison d'une dose par an. Elle a été mise en place dans un contexte, ce qui fait que ce n'est pas toujours facile à réaliser de façon optimale. C'est ce qui s'est appelé le programme SAFE. C'est-à-dire qu'il fallait associer à la fois l'antibiotique, l'azithromycine, bien entendu, c'est le A du SAFE, mais il fallait aussi y ajouter une amélioration de l'hygiène, en particulier de l'hygiène faciale, compte tenu du rôle des mouches dans la transmission de la chlamydia trachomatis, améliorer l'environnement sanitaire des individus, jouer sur la qualité de l'eau, l'existence de sanitaires, l'élimination de mouches. Donc tout ça n'est pas quelque chose qui peut se faire dans tous les endroits de la planète et il y a sûrement encore quelques limitations. Et puis il y a même une partie encore plus difficile qui est le S de SAFE, qui est S pour surgery, pour chirurgie, qui est en fait ce qu'on appelle le trachome par la réaction inflammatoire chronique donne lieu à une inversion des cils qui viennent frotter sur la conjonctive, ce
ce qu'on appelle un anthropion, et le frottement des cils, c'est ça le trichiasis. Donc il faut essayer de doubler ça quand c'est nécessaire d'une chirurgie de la paupière de façon à éviter cette abrasion permanente sur l'œil dont on est en train d'essayer d'avoir la guérison par le traitement antibiotique. Donc il y a un environnement, et c'est probablement pas finalement une surprise si un des premiers pays qui a réussi quasiment à éradiquer le trachome par ce type d'approche, c'est le Maroc, parce que le Maroc a quand même des capacités sur le plan de santé publique qui sont sans doute supérieures à conditions qu'on peut trouver dans des zones plus défavorisées dans le sud du Sahara. Néanmoins, en 2012, on considère qu'il n'y a plus que 40 millions de cas de trachome, ce qui est tout de même, par rapport aux 140 millions du début en 1998, honnêtement un exploit. Donc je pense qu'il faut aussi insister sur les réussites et pas être toujours dans cette sinistrose de la problématique des infections en particulier négligées dans ces régions. Tout le monde se mobilise, que ce soit dans le nord ou dans le sud, et on peut arriver à faire des choses. Donc la chimiothérapie préventive, comme je vous le mets dans ce titre, c'est une idée qui fait son chemin. Vous en avez entendu parler encore une fois par Bernard Pécoul. Elle est couramment employée maintenant à l'échelle mondiale. Il y a des centaines de millions de doses de médicaments qui ont été distribuées. Il reste beaucoup à faire, bien entendu, pour aller trouver toutes les populations qui sont à risque dans certaines zones. Mais on a au moins la chance de ne pas avoir pour l'instant d'évidence de résistance et de ne pas véritablement avoir de toxicité à relever, en tout cas de façon préoccupante. Donc la conclusion de tout ça, et je vais terminer là-dessus pour passer la parole à mes collègues, c'est qu'on a ici une approche, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas encore une fois vous alourdir de chiffres qui sont pas toujours, qui distraient parfois un petit peu des points essentiels, mais on a des approches maintenant qui sont marquées quand même d'une certaine simplicité, de sécurité, d'efficacité, et qui sont en termes de rapport coût-efficacité intéressante dans les pays à faible revenu. C'est un peu similaire, ce que je mets sur cette diapositive, aux campagnes vaccinales en réalité. Et de ce fait, elles ont attiré l'attention de nombreux partenaires publics et privés, d'ONG, d'industriels et de donateurs. La campagne du trachome, par exemple, c'est Bristol Myers qui a donné l'antibiotique. Quand on met en place un cadre, et Bernard vous l'a bien présenté ça, on attire, on donne de la visibilité et on attire des bonnes volontés et puis des groupements industriels, des ONG qui peuvent participer à ce genre d'approche. Donc la plupart des drogues qui sont utilisées à l'heure actuelle dans cette chimiothérapie prophylactique, préventive, sont en fait des drogues qui sont souvent données par des partenaires industriels pour ces campagnes. Donc tout ça devrait contribuer, on l'espère, à un contrôle accru de la morbidité qui est due à ces maladies et si possible, en plus du contrôle, bien entendu, à l'interruption de la transmission. Donc je voulais terminer finalement sur cette note un petit peu optimiste, même s'il y a encore beaucoup à faire sur le fait qu'un groupe de maladies est reconnu, des stratégies sont mises en place, elles sont implémentées sur le terrain. Le trachome, on commence à avoir des résultats. Les autres, ça va venir probablement. Vous voyez, parasites telluriques et le Mantias, c'est un univers absolument incroyable. Et avant qu'on ait pu contrôler tout ça, ce sera quand même très très difficile. Mais le chemin est tracé. Je vous avais parlé des travaux au Pérou sur la prévention de la cysticercose. C'est ça. Sauf que là aussi, la thérapeutique éventuellement préventive va porter sur certains animaux vecteurs importants comme le porc, par exemple. Mais au fond, on est dans la même situation d'intervention proactive. Donc voilà, je voulais vous dire ces quelques mots et terminer sur cette note. C'est conférence ou leçon sur l'inégalité. Si vous avez des questions, elles sont bien entendu les bienvenues. Sinon, je vous présenterai nos orateurs. D'abord le professeur Jean-François Delfrécy et ensuite le docteur Keouédan qui vous feront leur séminaire et leur présentation sur les thèmes que j'ai mis un petit peu en place cette année. Voilà, je vous remercie.